8h21 exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin depuis 6h. Avec nous, donc, je précise, Gilles Mihaeli, docteur en histoire, journaliste, directeur de la publication de Conflits. Je vous souhaite une très bonne journée et je salue, puisqu'elle vient de nous rejoindre, Sabrina Agresti-Roubache, qui est secrétaire d'État démissionnaire, donc comme tout le gouvernement, chargée de la ville et de la citoyenneté. Merci d'être là avec nous, madame. Merci à vous. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes aussi exaspérés que nous le sommes, notamment Éric et moi, par le fait de ne pas avoir de gouvernement? Ça nous semble tourner à ubu-roi, là. On est dans une situation qui peut-être a sa logique politique, mais quel est votre sentiment profond? Est-ce que ça a assez duré? Alors, écoutez, plusieurs choses. Des législatives anticipées qui ont été décidées par le président de la République, une élection qui a donné 3 blocs, donc en termes de formation politique, un gouvernement démissionnaire où nous gérons les affaires courantes. On voit bien les Jeux Olympiques qui n'ont pas du tout été impactés, ni dans la liesse populaire, ni par quel que soit le sujet. Une sécurité qui a été, pendant les Jeux Olympiques, hautement assurée par le ministre de l'Intérieur, donc ça veut bien démontrer quelque chose. Une chose, c'est que la sécurité a été assurée pendant les JO. Une autre chose, la liesse populaire pas impactée. Et maintenant, je le vois bien, la politique qui reprend ses droits. Et c'est normal. La décision du président de la République, et il a dit, il reviendra, il a voulu une trêve olympique. Et finalement, je le vois, les Français avaient besoin d'une pause politique. Et tout le monde a eu besoin d'une pause. Et moi, je l'assume. Voilà, tout le monde avait besoin d'une pause. Maintenant, la décision lui revient, nommer un Premier ministre et un gouvernement qui sera proposé par ceux ou cette Première ministre. Mais est-ce que la situation a assez duré? C'est peut-être pas à moi de le dire, mais ce qui est sûr, c'est que là, la politique reprend ses droits et c'est tout à fait normal. Je veux dire, c'est tout à fait normal que maintenant, dans le débat public, les choses reprennent. C'est d'autant plus normal qu'il y a un budget à préparer, que les choses arrivent, qu'il y a une forme d'urgence, il y a la Commission européenne qui attend des mesures. Ça ne nous a pas échappé qu'à Bercy, les choses ont continué à travailler, les administrations ont continué à travailler. Le président de la République, les cabinets aussi. Oui, enfin, il y a des décisions politiques à prendre. Bien sûr. Le budget, c'est des décisions politiques, ça ne peut pas être que sur l'administration. Le président de la République avait dit qu'il comptait sur l'été pour que les gens se parlent. Hier, ça ne vous a pas échappé non plus, vous avez vu que Lucie Castex et les 4 partis du Nouveau Front Populaire avaient fait un courrier à tous les parlementaires, mais vous l'avez forcément lu. Et dans ce courrier, on avait un changement de position, en disant il y avait une ouverture, en disant qu'on peut travailler ensemble. Sous-entendu, ça s'adresse plutôt à votre camp. Est-ce que cette main tendue, lancée par la gauche, vous êtes prête, vous et vos amis, à la saisir? Écoutez, tout ce qui peut être dans l'intérêt général du pays, de mon pays, tout ce qui peut être fait dans l'intérêt des Français, tout ce qui peut être fait de manière intelligente, quelle que soit la couleur politique. Et encore une fois, je ne parle pas de ceux qui passent leur temps à mettre de l'huile, justement, sur le feu, c'est-à-dire que j'avais été claire et j'ai été la première à me retirer le soir du premier tour en faveur de la candidate NFP dans ma circonscription face au Rassemblement national. Donc je sais d'où je parle. Là, je parle de LFI et je parle du Rassemblement national. Toutes les forces politiques qui sont républicaines et démocrates, prêtes à travailler ensemble. On a pu voir, notamment pendant ma première année au gouvernement, j'ai pu voir notamment sur une de mes lois que je portais, sur la lutte contre les dérives sectaires, qui était quand même très politique, très difficile à porter. Et j'ai réussi à embarquer avec moi des socialistes, des écologistes, à négocier l'abstention des LR, à pouvoir faire avancer mon texte. Donc en réalité, quand on veut, quand on place au-dessus de soi, quand les choses nous dépassent, quand on place au-dessus de sa fonction l'intérêt suprême des Français, on y arrive. Donc moi, quand je l'ai lu très attentivement. Ce qui veut dire que vous êtes prêt à saisir la main tendue de Mme Castex. Ce que je dis, c'est, je dis encore mieux, je dis qu'il devrait peut-être aller plus loin. Je m'explique, quand elle parle de l'abrogation, par exemple, de la loi, donc de la réforme des retraites, ça reste quand même une ligne rouge. Nous avons porté cette loi et ils ne peuvent pas arriver non plus en posant en préalable leur programme, uniquement leur programme, et en disant, parce que... C'est plus ce qu'elle dit, justement. Oui. C'est plus qu'elle... Mais en fait, vous, Madame Castex, est-ce que vous considérez, vous,
et en l'occurrence Emmanuel Macron, qui n'a jamais prononcé son nom, que c'est une candidate crédible ou pas? Ou est-ce que c'est une hypothèse que vous repoussez parce qu'il y a une ligne rouge? Première chose, je ne dis, je me suis fixé comme ligne quand j'ai commencé à faire de la politique, il y a 2-3 ans, ne jamais dire du mal d'une femme en politique. Et si j'ai quelque chose à lui dire... Seulement les hommes. Exactement. Non, mais parce que c'est pas une femme. Non, c'est une femme. Elle a été choisie, elle a été désignée par le NFP. Oui. Absolument, elle a été désignée par le NFP. Je ne la connais pas. Je suppose que ça doit être quelqu'un de valeur, mais à la fois, je ne connais pas ni ce qu'elle a, si on peut le dire comme ça, dans le ventre politiquement parlant. Et c'est au président de la République de s'exprimer et de dire si telle ou telle personnalité. Mais il a dit une chose que vous oubliez peut-être de préciser. Au-delà de qui, c'est pourquoi faire. Parce que moi, c'est pas la personne c'est pas qui, c'est que propose-t-on, que devons-nous faire collectivement pour faire avancer notre pays. Et vous le dites encore une fois, le budget arrive, le temps, c'est vrai, le temps presse un petit peu. Mais à la fois, vous connaissez aussi le président de la République dans sa manière de réagir. Il n'est pas homme à se laisser mettre la pression parce que d'un coup, on aurait décidé, ou le NFP aurait décidé telle ou telle personnalité. Et juste une dernière chose sur le NFP. Ils avaient tout le loisir de faire des choix d'emblée, dès le lendemain de l'élection, donc le 8 juillet. Et ils ne l'ont pas fait. Et vous savez pourquoi LFI a bloqué par exemple, toutes les discussions, parce qu'ils n'ont pas envie de s'emparer du pouvoir. Et pourquoi ils n'en ont pas envie? Parce qu'ils savent très bien que les promesses de Gascon qu'ils ont faites sont intenables par principe. Et vous dites qu'ils ne veulent pas aller à Matignon. Mais s'ils avaient voulu le faire, vous pensez vraiment qu'ils n'étaient pas en capacité de proposer, de se mettre d'accord? Ils ont été capables, le NFP, de se mettre d'accord en 24 heures. Oui, en 24 heures. On est d'accord. À la fin, après 15 jours à s'empoigner et à se tirer les cheveux. Non, je parlais là du NFP, la constitution du nouveau Front populaire. Ah oui, d'accord. Pour les élections. La constitution, oui, d'accord. Absolument. Et leurs électeurs leur ont dit quoi? Dans les urnes. Moi, je l'ai faite, l'élection, j'ai battu la campagne. C'était, mettez-vous d'accord et surtout, ne plus faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire de se mettre d'accord et après de se déchirer au moment de saisir le pouvoir. Et le RN, de la même manière, était très inquiet, justement, de pouvoir s'emparer du pouvoir. Et ils ne l'ont pas, et heureusement, Dieu merci, puisque j'ai été l'une des premières à appeler à faire ce grand front républicain qui a marché, qui a bénéficié au NFP, et c'est vrai, aussi à mon camp. Donc, vous savez, promettre des choses, dire des choses sur le papier en disant je veux le SMIC à 1 600 €, on veut l'abrogation de la réforme des retraites, on veut beaucoup de choses. Mais comment on le finance? Vous parliez du budget, comment tout ça se finance? Madame Agresti-Roubache, moi en responsabilité. Je vous entends très bien, j'ai lu l'interview de Macron dans l'équipe hier qui a dit regardez, Madame Pécresse et Madame Hidalgo, c'est pas mes copines, et finalement et pourtant, on a fait des super jeux, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas à l'Assemblée, gna gna gna. Ok, moi je veux bien tout ça. Il n'empêche que les gens qui nous écoutent ce matin, avant même de savoir ce que fera le futur Premier ministre et ce qu'il a dans sa besace en arrivant, ils veulent savoir qui sera le Premier ministre. Or, dans l'état actuel des choses, si on vous écoute bien et si on lit bien M. Macron, il y a moyen de trouver un personnage qui fasse l'affaire, justement. Capable d'emmener une majorité dans l'hémicycle. Mais c'est qui ce personnage? Est-ce que c'est Monsieur Bertrand, comme on le lit dans toutes les gazettes? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Un homme, une femme, quelqu'un? En tout cas, cette personnalité politique aura un enjeu primordial. De trouver une majorité, puisque vous savez très bien que c'est ça l'enjeu. Les Français l'ont très bien compris. Une majorité au centre. Non, mais une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Au centre. Le sujet, c'est que nous avons 3 blocs très distincts, mais qui est le résultat, en réalité, de ce qu'est la société française. Moi, quand j'entends dire que ce que nous avons dans l'hémicycle ne représente pas ce qu'est la société française, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais non. Mais ça marche au Parlement européen, pourquoi ça marcherait pas au Parlement français? Parce que, culturellement, vous connaissez la politique comme moi. On a compris que cette figure, c'était plutôt, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est une figure de droite. C'est une figure, ce sera plutôt une figure de droite qui sera en situation de chercher cette majorité. C'est les Républicains. Très probablement. Donc cette figure de droite. Non, mais si on est capable de se dire que cette personnalité doit rassembler on va dire, les Républicains, les sociodémocrates et le bloc central que nous sommes. Il faudra une personnalité qui soit capable de parler, on va dire, à la gauche raisonnable, à la gauche que j'aime,
Et de l'autre côté aussi, qui serait issue aussi de cette fameuse droite, comme on dit, droite, canal historique. Mais encore une fois, c'est pas tellement qui, c'est pourquoi faire. Quelles vont être les priorités dessinées par ce Premier ministre? Non, mais s'il est nommé, il va bien devoir donner aussi il au président de la République. Il faut d'abord qu'on avance sur le nom du Premier ministre. Après, il a forcément un programme, c'est évident. On aura le temps d'en reparler pendant des heures, etc., etc. Mais alors qui, madame? Moi, je ne suis pas. On nous dit aussi qu'il y a Valérie Pécresse qui est dans les tuyaux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je n'en sais strictement rien, et je vais vous dire, quand bien même je le saurais, ce ne serait pas à moi de venir le dire sur votre... C'est le président. C'est au président. C'est une figure crédible pour vous, Valérie Pécresse? C'est une personnalité qui... Vous aviez parlé de... Vous avez interrogé ici... Absolument, je me rappelle. À propos de Xavier Bertrand, vous avez dit que oui, c'était une figure qui vous semblait crédible, en tous les cas. Valérie Pécresse, c'est une personnalité qui vous semble aussi en situation de trouver ou de chercher cette majorité qui manque aujourd'hui? Valérie Pécresse est présidente de la région, est une présidente pareille, vous voyez, à peu près le même profil que Xavier Bertrand, quelqu'un que je connais, quelqu'un avec qui j'ai travaillé, remarquable de pragmatisme, d'intelligence, grande républicaine aussi parmi les républicains, puisque ce que je pensais de Xavier Bertrand, je le pense aussi de Valérie Pécresse. Donc, et encore une fois, si vous voulez me faire dire ici, ça sera un tel ou un tel, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas mon rôle. Je suis toujours très attachée à ce que chacun reste bien à sa place. Moi, je reste à la mienne. Vous me demandez quel serait le profil type en réalité. Quelqu'un qui serait capable, justement, je le répète, de parler à quasi toutes les sensibilités de l'hémicycle, donc de ce qu'est la représentation nationale, en excluant ceux qui veulent, comme LFI, mettre le pays à l'envers, c'est-à-dire vraiment faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse... Ils détestent la France, de toute façon, on n'a plus à le démontrer. Et de l'autre côté, le Rassemblement national, avec ses idées, leurs idées extrêmes, que ce soit sur l'immigration, sur tous les sujets économiques, où ils sont complètement, on va dire, délirants. Donc, la réalité, c'est qu'on est dans quelque chose d'inédit. Donc, c'est pour ça que même vous, même les journalistes, tout le monde est assez, sur des sables mouvants, parce que nous ne connaissons pas ce type de situation. Nous ne l'avons jamais vécu. Et comme quelque chose d'inédit, je pense qu'il faut du pragmatisme, de l'humilité, de la détermination, et toujours encore comme objectif et comme ligne de mire, le meilleur pour notre pays. Il nous reste une minute, Madame Agresti-Roubache. Ne craignez-vous pas tout de même que si ce n'est pas quelqu'un qui vient du nouveau Front Populaire, Madame Castex ou pas Madame Castex, qui se retrouve à Matignon, le pays entre dans une période d'incertitude sociale, de grève massive, de blocage économique total, etc. Parce que eux, ils estiment. C'est l'impression que vous avez eue au lendemain de l'élection. Je sais pas, mais en tout cas. Le 8 juillet, nous avons tous vécu à peu près la même chose. Nous avons vu les 3 blocs se dégager. On est d'accord. Est-ce que vous avez vu le pays à feu et à sang? Non, absolument pas. Voilà. Oui, enfin, sauf que le NFP dit c'est à nous d'envoyer quelqu'un à Matignon, c'est nous qui sommes le plus gros bloc parlementaire. Dit que c'est vrai. Voilà. Et la Constitution ne force pas Macron à le faire d'ailleurs. Absolument. Donc ce n'est pas parce qu'ils le disent qu'ils vont le transformer en vérité. Vous savez, quelque chose qui n'est pas réel, répété 1000 fois, ne deviendra pas réel la 1001e fois. Donc c'est pas parce qu'ils le disent que c'est juste. En revanche, ce que je pense, c'est que s'ils avaient vraiment voulu tous, au NFP, s'accorder sur un nom. D'emblée, dès le 8 juillet, dès le 10 juillet, allez, laissons 48 heures, ils l'auraient fait, vous savez très bien, vous êtes quand même des... C'est quand même curieux parce que vous dites avertis, que le nom était important, ils auraient dû s'accorder sur un nom tout de suite, alors que là, vous nous dites depuis le début pour le Premier ministre, le nom n'est pas important, l'essentiel c'est... Mais non, mais je ce message-là. Non, mais Éric, s'ils avaient voulu vraiment s'accorder sur une personnalité avec une vision, ils l'auraient fait, les deux à la fois. Merci beaucoup, Madame Agresti-Roubache. Merci d'être venue sur LCI ce mardi matin. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Peut-être vous allez retourner dans le sud pour les cérémonies du débarquement dans le Var. À Marseille tout à l'heure. À Marseille, ok. Eh bien, bon voyage. Merci beaucoup.